On se met dur et on y va, quoi. Là, ça fait 1 mois que je suis en PLS total. Moi, je dors pas bien en ce moment, donc je vais prendre un petit Zara. Moi, d'enregistrer là, ça y est, c'est bon. Tu veux du thé? De là. Dès lors que tu leur dis, je vais te mettre un doigt dans les fesses. J'attends, tu n'es plus là. Reviens. Come back. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Emma. Emma a 29 ans, et avec elle nous avons discuté des traditions machistes, de l'amour précoce, des patins que l'on roule à la faïence de nos baignoires, des débuts de caramel, du regard des autres et de l'image de la fille facile. Mais surtout, d'audace. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Il y a des jours où j'aime énormément, où je me sens sexy, indépendante, où je me dis que je suis née à la bonne période pour être une femme. Il y a des jours où je me rends compte que c'est toujours pas la bonne période pour être une femme, et ça m'énerve d'être une femme. Quand je me rends compte que c'est plus simple pour un homme d'avoir une augmentation de salaire juste parce que c'est un homme, quand je me rends compte que ma mère fait plus confiance à ce que dit mon frère, alors quand je me rends compte que moi-même je m'inflige un peu de machisme sans faire exprès. Je vais plus écouter ce que dit un homme que ce que je peux dire moi. Je vais considérer que l'homme avec qui je suis est plus légitime pour parler d'un truc technique. C'est quoi pour toi être féminine ? C'est être propre. Alors on peut avoir plein de trucs qui dépassent, mais moi c'est ce que j'aime chez les filles. C'est être soignée, mais c'est dans le naturel. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une fille ? Oui, je pense qu'ils étaient heureux puisque j'ai 2 grands frères, donc... Et c'est quoi les idées avec lesquelles t'as grandi concernant les filles et les garçons, et après les femmes et les hommes ? Alors j'ai grandi avec... En fait j'ai grandi dans un milieu sexiste avec des parents qui ne l'étaient pas. J'ai grandi dans un milieu d'origine méditerranéenne, marocaine. Donc j'ai grandi avec des traditions et des manières de penser assez machistes. Mais à côté de ça, j'avais un père et une mère qui considéraient que je pouvais faire tout et n'importe quoi. Donc que ce soit dans mon enfance, dans ma manière de grandir, dans ma manière de penser et dans ma manière de devenir un adulte. J'avais pas de limite par rapport au fait que je sois une femme. J'avais juste une limite par rapport au fait que j'étais un être humain qu'il fallait qu'ils éduquent. Mais à côté de ça, il y avait beaucoup de choses très machistes chez moi, genre les femmes débarrassaient et pas les hommes. Mais bon, à côté de ça, les hommes cuisinaient, pas vraiment les femmes, enfin... Et tes parents, ils faisaient des différenciations entre toi et tes frères ? Oui, ils en faisaient. Par exemple, mon frère, quand il est devenu adolescent, ma mère lui disait « protège-toi ». Quand je suis devenue adolescente, elle m'a dit « attends le mariage ». Après, je pense que ma mère est plus sexiste que mon père. Pour le coup, ma mère était pas méditerranéenne et elle devait s'insérer dans un milieu méditerranéen, donc elle devait aussi avoir l'air d'être ce qu'elle avait voulu devenir, donc je pense que ça l'a pas aidé dans ses mécanismes par rapport au machisme ou au sexisme. Et pour le coup, quand je me rappelle de mon grand-père, donc mon grand-père maternel, lui c'était un homme très bien sous toutes les coutures, mais qui était vraiment très macho, mais dans des tout petits gestes du quotidien, genre... Vraiment, il pensait que j'allais pas ouvrir la brique de lait aussi bien que lui, enfin des choses vraiment très bêtes, quoi. Mais c'était là. Après, je lui en voulais pas, c'était mon grand-père, je l'aimais. Et après, ça m'a pas empêché de devenir une femme indépendante, ouverte d'esprit et à l'esprit d'initiative, donc j'aurais pas aimé être dans une famille très égalitaire sur tous les points, etc. Parce que je pense que j'aurais été très déphasée quand serait venu le moment de rentrer dans la vraie vie, entre guillemets. La religion juive dans laquelle j'ai grandi donne 2 statuts distincts aux hommes et aux femmes. Alors pas du tout un statut dominant-dominé ou dirigeant et dirigé, mais un statut différent dans le foyer, dans les responsabilités, du coup qui sont partagées, qui sont parfois plus importantes chez la femme, parfois plus importantes chez l'homme. Bref, qui a dicté un peu les comportements de ma mère qui pouvaient être machistes de temps en temps, mais qui en fait l'étaient pas forcément, mais qui étaient plutôt dans l'idée d'inculquer un rôle de femme et un rôle d'homme dans les personnalités de mes frères ou de ma sœur et moi. Et du coup, ils occupaient quel rôle, tes parents, au sein de ta famille ? Petite, j'ai été élevée par ma maman qui travaillait pas, et mon papa qui travaillait beaucoup, mais ils ont joué tous les 2 des rôles importants pour mon développement et importants pour mes traumatismes. Ils ont tous les 2 inculquer toutes les forces et toutes les faiblesses que je peux avoir chez moi aujourd'hui. On va parler un petit peu de ton éveil sexuel maintenant. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à ta sexualité ? Oui, je me rappelle très bien.
par rapport à mon apprentissage de la sexualité, je me rappelle, j'étais dans ma chambre, j'étais en CE2, et je révisais une leçon de biologie sur la reproduction des chevaux. Ma mère me faisait réviser ma leçon, je me rappelle, j'avais un cahier avec une pochette rouge, j'ai un souvenir vraiment très 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 précis de ce moment-là. J'ai dû conclure à un moment pour dire que c'était quand même dégueulasse ce qu'on était en train d'apprendre à l'école. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que c'était pareil chez nous, ça se passait de la même manière. Et je me rappelle de ce dégoût ou cette incompréhension, genre non, ça ne peut pas se passer comme ça. Normalement, moi j'avais une logique infaillible avant, c'est un homme et une femme sont amoureux, ils veulent faire un enfant, ils s'embrassent par la bouche, donc ça commence, ça naît par là, ça descend dans le ventre et ça sort par en bas. Je trouvais ça tout à fait logique. Et tu te rappelles de comment t'as découvert la masturbation ? Je me rappelle que pendant une petite période, alors je pourrais pas te le situer dans le temps par rapport à la première anecdote, mais pendant une petite période, je me tripotais pas mal, je cherchais, je découvrais des choses avec mes copines, le fait de se frotter, de jouer, etc. Papa, maman, tout ça, bon. J'avais bien compris qu'il y avait un truc par là, des fourmis, des petits papillons, bon. Mais ma première masturbation, c'était dans la salle de bain chez mes grands-parents. Avec ma petite sœur qui, derrière, tapait dans la porte. Qu'est-ce que tu peux bien faire dans cette salle de bain ? Et moi, en train de me masturber et avoir le premier orgasme de toute ma vie. Tu nous dis qu'avec tes copines, que c'était un jeu, etc. Est-ce que tu te rappelles à quel moment tu t'es dit que ça faisait partie de la sexualité ? Je me rappelle très bien, j'étais chez un voisin, un fils d'ami de mes parents, avec ma petite sœur, et on jouait au docteur. Et bref, on faisait rien de fou, mais on jouait, et on fermait toujours la porte de la chambre. Et la maman de ce garçon venait toujours ouvrir la porte. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ce qu'on est en train de faire, il y a quelque chose qui est pas vraiment un jeu d'enfant. On explorait nos corps, on jouait. C'est comme le jour où, avec ma sœur, on était toutes petites, on tirait la langue toutes les deux, on se touchait la langue, dans le bain, on faisait pipi, on mettait des doigts dans les fesses jusqu'à toucher le caca. Ouais, mais les enfants sont vachement désinhibés. Voilà, on explore nos corps. Et tes parents, ils étaient plutôt ouverts à ce sujet ou assez mal à l'aise ? J'avais une maman plutôt à l'aise. Mon père, on n'en a pas du tout parlé, mais c'était très gênant ces moments-là avec mon père. Ma mère aussi m'a fait quelques petits moments gênants où elle me parlait de la beauté du sperme, de manière assez crue, mais elle, pour le coup, elle a toujours voulu me montrer la beauté du sexe, la sensualité qu'il pouvait y avoir entre deux corps. Parfois c'était un peu trop, mais parfois c'était très bien. Et du coup, toi, tu leur en parlais ou pas ? Alors, c'est là où on en vient à ma première expérience sexuelle. J'ai eu ma première expérience sexuelle assez tôt. J'avais 13 ans. Le jour où ma maman a eu suffisamment de lucidité pour comprendre que j'attendrais pas le mariage pour faire l'amour pour la première fois, elle m'a dit, tu sais ma fille, il faut que tu fasses attention, il faut que t'attendes, il faut que tu te préserves. Pour avoir des rapports avec un homme, il faut être mûr, il faut que tu connaisses ton corps, il faut que tu te connaisses toi-même. Donc fais attention, attends, c'est plus intelligent. Et je me rappelle que je me suis dit dans ma tête, merde, trop tard. Mais du coup, je lui ai jamais avoué et je l'ai jamais dit. Et je pense qu'elle a imaginé que j'étais vierge jusqu'à mes 19 ou 20 ans. Et c'était comment cette première fois ? Ça avait beau être très jeune, c'était plutôt naturel. Alors, j'ai pas mal regretté après coup d'avoir fait ça si jeune et en fait, pourquoi pas ? C'était mon premier amoureux, le premier garçon que j'ai embrassé avec la langue et le premier garçon qui voulait bien sortir avec moi. Ça s'est fait assez naturellement, on a dépassé beaucoup d'étapes ensemble. On a fait notre premier baiser, notre premier câlin. Et en fait, ça a pas été traumatisant dans la mesure où on a commencé à enlever le pull, il faisait chaud, enlever le haut, machin, jusqu'à temps où on s'est retrouvés tout nus tous les deux et que sa quéquette est rentrée dans mon vagin. Pour le coup, donc l'expérience en soi était pas traumatisante. Mais ensuite, il a fallu assumer l'image d'être une des premières filles du collège qui couche avec un garçon, où tous les garçons se sont mis à s'intéresser à moi tout d'un coup. On m'a demandé si on pouvait pas me toucher entre les jambes comme ça. Ça a été le premier égarement de ma vie, parce que du coup, j'étais pas assez mûre pour assumer autant d'intérêt d'un coup. En plus, pour le coup, mon premier petit copain, je l'avais eu en 4e, donc je dis pas que c'est trop tard, hein, pas du tout, au contraire, mais par rapport à certaines copines qui avaient des amoureux depuis la 6e, etc., qui sortaient, qui roulaient des pelles, qui tenaient la main en plein milieu de la cour, moi j'avais pas eu tout ça. Donc en fait, d'un coup, beaucoup de garçons qui me portent autant d'intérêt, moi ça a été assez genre waouh, cool. Donc en fait, au début de ma sexualité, je pensais que
que coucher avec un garçon, c'était genre la norme. Si je sortais avec quelqu'un, il fallait que je couche avec lui. Même si j'en avais pas spécialement envie, genre, je me rappelle une fois de m'être dit, je suis pas cool, je peux pas le quitter maintenant, on n'a pas encore couché ensemble. Heureusement pour moi, je me suis jamais retrouvée dans une situation compliquée pour moi où, déjà j'aurais pu, je pense, tomber enceinte. J'étais pas du tout assez responsable à cet âge-là, donc j'aurais pu tomber enceinte, j'aurais pu attraper quelque chose, j'aurais pu tomber sur quelqu'un de très mal intentionné envers moi, mais... Et en plus, c'était les débuts de MSN, Caramel, etc. Donc, avec tout le lot de vieux pervers qui allaient avec. Et donc, j'ai pas eu de mauvaise expérience et je me suis jamais retrouvée dans une mauvaise situation. J'ai couché avec des garçons comme on pouvait coucher avec des garçons à cet âge-là, c'est-à-dire le mercredi après-midi entre 15h30 et 16h30 parce que la mère allait chercher le petit frère à la piscine. Du coup, trouver toujours et toujours des moyens de faire l'amour. Donc, fuguer le soir... pour rejoindre mon petit copain dans sa chambre. Mais ça m'a pas vraiment appris comment bien faire l'amour. J'ai fait l'amour suffisamment jeune pour pas avoir le temps de me faire des reproductions et des fantasmes de ce que pouvait être le sexe, ce que pouvaient être les rapports. Ouais, j'ai dû faire 2-3 bains dans la baignoire à essayer de rouler une pelle à la faïence de ma baignoire, mais à part ça, j'ai pas du tout imaginé. Du coup, j'ai pas du tout fantasmé ce que pouvait être le sexe. J'ai exploré plein de choses, j'ai eu le temps de découvrir, d'appréhender, de vivre toutes sortes d'expériences. Alors, par exemple, j'ai couché avec des filles, je suis tombée amoureuse de filles. J'ai fait des plans à 3, à 4. Ma meilleure amie était très amoureuse d'un garçon à l'époque qui, lui, était plus intéressé par moi, je pense. Et du coup, le deal qu'on avait trouvé, c'était de sortir ensemble tous les 3. Donc on était dans un ménage à 3, et un après-midi où on ne devait pas avoir école, donc ça devait être un mercredi après-midi. On va chez les parents de ce garçon, on se saoule au mauvais rosé, on commence à faire l'amour, c'était très bien, mais on a du coup pas du tout vu l'heure passer. Et là, en fait, on s'est fait surprendre en train de faire l'amour à 3, à 15 ans, par les 2 parents. Je me suis fait filmer en train de faire l'amour, j'ai fait l'amour dehors, dans des lieux publics, J'avais pas vraiment de limite en ce qui concerne le sexe. Encore une fois, j'ai toujours eu de la chance puisque il m'est jamais arrivé rien de dangereux, rien de mal ou rien de traumatisant. Alors ça a pas toujours été facile socialement parce que quand on est au collège ou au lycée, il faut assumer, il faut assumer d'être lesbienne en seconde, il faut assumer de... Elle était lesbienne, c'était sûr, et moi j'étais l'hétéro du couple. Je pense que ça c'est un pattern qu'on a pas mal chez les jeunes couples homosexuels, d'un qui est affirmé et l'autre qui explore. Donc ça a été quelque chose d'assez culpabilisant dans mon couple avec cette fille, parce que moi elle savait ce qu'elle voulait, moi j'étais juste là pour le test, mais au final je suis tombée amoureuse de cette fille, et elle m'a fait beaucoup souffrir, elle m'a quittée, alors que moi j'étais amoureuse, etc. Elle m'a fait du mal. Grâce à elle, par contre, je sais que je peux aimer tout le monde. Moi, ce que j'aime, c'est le contact, c'est l'échange entre 2 corps, donc qu'il soit celui d'un homme ou celui d'une femme. Moi, j'ai jamais voulu me poser d'étiquette. Je pense être un être sexuel, ni homosexuel, ni hétérosexuel, ni bisexuel. Je suis sexuelle. Socialement, c'est pas toujours facile de gérer le regard des autres, de pas se laisser convaincre qu'on est la pute de service, la fille facile, qui couche avec tout le monde, qui est lesbienne, qui sort avec des garçons efféminés, qui sort avec plusieurs personnes en même temps, qui déchire le couple de ses meilleures amies parce que elle couche avec le copain de sa meilleure amie. Enfin bon. J'ai fait vraiment toutes choses dont je suis fière et beaucoup moins fière, mais c'est constructif et ça m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Tu nous as parlé de beaucoup d'expériences, est-ce que tu les as toutes appréciées ou pas ? J'ai pas le souvenir d'expériences que j'aurais vraiment pas du tout appréciées. Alors il y a des choses que j'ai regrettées, mais j'ai été heurtée quand on a menacé de diffuser sur internet les vidéos de moi en train de faire l'amour avec des garçons. Après, je sais que par exemple j'ai redoublé ma seconde, et au début de la 2e seconde, j'ai eu un moment de répit quand les gens me connaissaient pas. Et en fait j'ai recommencé à faire ce que je faisais très bien avant, c'est-à-dire tester des choses, etc. Et donc c'est là que je me suis dit que c'est ce que j'étais vraiment, donc pourquoi regretter ? Et au final, il y a toujours eu des gens qui m'ont pas jugée et des gens qui m'ont accepté tel que j'étais, donc j'ai eu des chouettes copains tout au long de ma vie qui ont su que malgré le fait que j'ai des expériences, etc., j'étais quelqu'un qui se respectait soi et qui respectait les autres, donc dès lors qu'il y a du respect, pourquoi pas faire les choses. Et par rapport à ton éducation religieuse, ça se passait comment ?
Alors, plus qu'une éducation religieuse, j'ai eu une culture religieuse. Je viens je pense, un milieu qui est plus traditionnaliste que religieux. Alors, même si des valeurs étaient très présentes, des croyances étaient assez présentes, on était surtout sur la culture, la tradition, donc sur quelque chose d'assez oral, mais pas vraiment dans le comportement, dans la manière de faire, etc. Donc, même si je pense que je me suis quand même rebellée contre mes parents et contre le milieu d'où je venais, et la religion, ça m'a jamais fait perdre ma foi religieuse, ça m'a jamais fait perdre ma fierté d'où je venais et mon identité qui est d'être juive, mais d'être aussi plein d'autres trucs en même temps. Et la réputation dont tu nous parlais, est-ce que ça s'est su dans ta famille ? Alors je pense qu'il y a eu quelques brides. Je pense que mon père a compris quand je ramenais une fille très masculine à dormir chez nous. Je pense que mon frère a eu vent aussi de ce qui se passait puisqu'on avait 3 ans d'écart, donc on avait des connaissances communes, on va dire. Mais par contre, moi, je l'ai jamais assumé et je pense que je l'assumerai toujours pas aujourd'hui auprès de ma famille. C'est quelque chose de toute façon qui m'appartient, qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Alors je l'assume plus maintenant parce que je suis en situation entre guillemets légitime où je suis avec quelqu'un, où je construis ma vie avec lui, donc de toute façon ils savent que je couche avec lui, donc je vais pas faire semblant de pas le faire, quoi. Et comment tu t'entends avec ton corps aujourd'hui ? Est-ce que tu l'aimes ? Alors je le connais bien mieux qu'avant, ça y est, là je crois que je sais comment il fonctionne. Je pense que j'en ai plus pris conscience. Je pense que pendant des années, j'étais dans un gouffre où mon corps, il était un moyen d'expérimenter. Aujourd'hui, maintenant que j'expérimente moins et que je vis plus, il reprend sa place de corps. Je le sens plus. Il me fait plus souffrir. Il est moins joli qu'il a pu être, mais par contre, il est moi. Il est ce que je ressens et il est ce que je suis. Tu te montres nue facilement ? Ça oui, j'ai jamais eu aucun problème là-dessus. J'ai une anecdote là-dessus, je me rappelle au lycée, au collège, les vestiaires avant les cours de sport où tout le monde enlevait son bas pour mettre son jogging et ensuite enlevait son haut pour mettre son haut de jogging, et ben moi j'étais celle qui enlevait d'abord son pantalon et son haut pour ensuite mettre son jogging et qui avait aucun problème. Ça, j'ai jamais eu de problème à me mettre à poil. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait autant de trucs d'ailleurs. Et pour reparler encore un peu de masturbation, est-ce que c'est un truc que tu pratiques toujours ? Oui, toujours, régulièrement. Plus je suis épanouie sexuellement, plus j'ai besoin de me masturber. Ça c'est... Si je jouis la veille au soir, le lendemain j'ai encore envie de jouir. Est-ce que tu as conscience de ton corps pendant que tu fais l'amour ou est-ce que tu lâches complètement prise ? Avec mon amoureux d'aujourd'hui, on aime bien faire l'amour devant une glace, donc je suis bien obligée d'y prendre conscience, mais... En fait, moi, le sexe, c'est de la situation, c'est de la séduction. Et du coup, le corps, moi, c'est pas vraiment ça que je vois. Tu penses pendant que tu fais l'amour ? Oui. Je parle beaucoup quand je fais l'amour, déjà. Je contextualise pas mal. Et après, oui. Bah, après, il y a les fois où tu fais l'amour parce que tu fais l'amour. Donc, tu vas penser que t'as oublié de brosser les dents, du fait qu'il va falloir aller faire pipi, après, que t'as la flemme déjà, alors que t'as pas fini de faire l'amour. Donc, il y a toutes ces fois-là. Il y a les fois où je pense que j'aime la personne avec qui je le fais. Il y a des fois où je fantasme même de le faire avec quelqu'un d'autre pendant que je fais l'amour avec quelqu'un. Il y a toutes sortes de situations, mais oui. Mon cerveau reste actif. Des 5 sens, lequel est le plus lié à la sexualité pour toi ? Ça dépend du moment, en fait, de la sexualité. C'est-à-dire, tant que t'es dans la phase de séduction, c'est l'odorat. Appréhender l'autre par l'odeur. Quand c'est dans la phase préliminaire, ça va être le toucher. Quand c'est dans la phase où je fais l'amour, ça va être la vue ou... Enfin, il y en a toujours un qui ressort par rapport aux autres, mais c'est jamais le même. Et c'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe ? Je cherche à me sentir désirée. C'est le maître mot de mes excitations, de mes fantasmes. J'ai besoin de me prouver que je suis désirée. Si quelqu'un est excité par moi, il me désire et du coup ça m'excite. Tu jouis souvent ? Pas souvent, mais maintenant je sais comment jouir. Et je suis avec quelqu'un qui sait comment je jouis. Pendant des années, j'ai fait semblant. J'ai souvent simulé, parce que, pas pareil, je trouvais que c'était un devoir, un peu genre... c'était peut-être aussi un moyen d'en finir, quoi, quand j'en avais marre, je sais pas vraiment. Mais j'ai mis très longtemps. Maintenant, je sais jouir. Est-ce que t'as besoin d'être amoureuse pour avoir des relations sexuelles ? Non, mais j'ai besoin de relations sexuelles pour être amoureuse.
Avec si quelqu'un me fait bander, si quelqu'un me donne du désir, du plaisir, et surtout s'il me désire, c'est grâce à ça que je vais tomber amoureuse de lui. Donc le sexe, c'est important pour toi dans ton couple? Le sexe, c'est très important pour moi dans mon couple. J'ai vécu un couple très épanouissant. J'étais avec, je pense, mon âme sœur, vraiment avec quelqu'un, on s'entendait à merveille, mais on n'avait pas le sexe. Pendant des mois, des années, je me suis dit que c'était pas grave, que je ferais sans. Et au final, ça a pas tenu. J'ai perdu quelqu'un de très cher à ce moment-là, mais je savais qu'il me fallait du sexe pour être heureuse. Et surtout, sans sexe, je me sentais pas désirée. Et du coup, j'avais perdu tout l'épanouissement de mon corps. J'avais perdu toute ma confiance en moi. Mais par contre, j'ai très récemment découvert que tu pouvais passer des périodes difficiles par rapport au sexe, juste pendant un moment plus t'entendre avec la personne avec qui t'es, plus avoir envie, que l'autre ait plus envie, etc. Mais par contre, je viens de me rendre compte que ça pouvait revenir et comme en 40, c'est même mieux. Donc là, je suis trop contente parce que du coup, j'ai plus confiance en l'amour qui peut durer longtemps. Et tu tombes facilement amoureuse? Ouais. Et même quand je suis amoureuse, j'ai des romances dans ma tête. Je peux être amoureuse d'un garçon et tomber en subjugation devant un autre. Ou même une fille, hein. Je tombe souvent amoureuse de gens que j'adore. Vous voyez, les gens, quand vous les rencontrez, vous les aimez parce que vous les trouvez beaux, vous les trouvez intelligents, etc. Ça m'est arrivé avec une fille surtout, là. Une fille que je trouvais belle, sexy. Et vraiment, j'étais complètement folle de cette nana. Et donc, tout le monde le sait au travail, que je pouvais passer des heures à parler d'elle, à regarder des photos, etc. Bon, je suis en couple à côté, hein, et je suis fidèle et respectueuse, mais je peux être amoureuse de plein de gens. Est-ce que t'es libre d'en parler, de tout ça dans ton couple? Oui, j'en parle. Disons que dans mon couple, je ne cache rien. Et c'est même un jeu sexuel, en fait. Lui, ça l'excite de savoir que je peux désirer quelqu'un d'autre ou que quelqu'un me désire. En fait, notre jeu, c'est qu'on s'en fout parce que le soir, quand on rentre dormir chez nous, c'est l'autre qu'on retrouve. Est-ce que c'est important pour toi, la monogamie? Je pense que c'est important parce que c'est plus simple. Je pense que c'est difficile de gérer l'amour avec plusieurs personnes ou même le sexe avec d'autres personnes de la personne dont tu es amoureuse. Mais par contre, je pense que pour qu'un couple ou qu'un amour dure longtemps, je suis pas sûre que rester monogame, ça soit le secret du bonheur. J'ai plaisir à imaginer que, à la veille de mon engagement suprême du mariage, ça me permet de me dire que je veux peut-être m'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre dans ma vie que le mec avec qui je m'apprête à me marier aussi, peut-être. Et du coup, pourquoi c'était important pour toi de venir nous parler de tout ça? Déjà parce que j'aime bien parler de moi. Et pour montrer aux gens que on peut faire du sexe sans être une pute, on peut tester des choses sans se faire de mal, qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut pas avoir peur d'aimer, il faut pas avoir peur de baiser, il faut pas avoir peur de jouir de son corps. Et je pense qu'il y a encore trop de gens qui ont trop de limites par rapport au sexe. Je trouve qu'on se limite encore beaucoup trop dans le schéma monogame, hétéronormé. Lâchez-vous les copains. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet, entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Boer. Allez, à dans 15 jours.